8 septembre 2022. Une immense vague de chagrin submerge la planète. À 96 ans, la reine Elisabeth II tire sa révérence après 7 décennies d'un règne étourdissant. Pour Charles, fils aîné de la souveraine, c'est la fin d'une interminable attente. En 70 ans, il a suffisamment attendu pour pouvoir maintenant exercer son job. C'est à l'instant où sa mère pousse son dernier soupir entre les murs du château de Balmoral que le prince Charles hérite de la couronne la plus prestigieuse de l'histoire. Et sur les épaules du nouveau roi d'Angleterre, la pression est déjà colossale. Elisabeth II, c'est pas n'importe qui. Le défi est énorme pour Charles d'être au niveau de sa mère. Dans mes yeux, le plus grand problème pour Charles, c'est qu'on ne sait pas à quel point la popularité de la monarchie dépendait de la popularité de la reine Elisabeth II. Pourtant programmée depuis des années, l'accession du prince Charles à la fonction suprême est un véritable tremblement de terre. Sa légitimité est toujours au cœur de toutes les interrogations. Il a toujours gardé cette image de grand dadais, de grand benet, qui n'arrivait pas à être heureux en ménage et qui n'arrivait pas à avoir les épaules pour pouvoir être roi plus tard. Tout le monde sait que ce type a un caractère épouvantable. C'est-à-dire qu'il n'était pas roi depuis 2 minutes, qu'il s'était déjà mis en colère pour une histoire de stylo qui fuyait. Il fuit, je déteste ces trucs-là. Devenu Charles III, l'ex-prince de Galles arrive donc sur le trône d'Angleterre avec une image publique à la fois indéchiffrable et explosive. Ses caprices sont entrés dans la légende sulfureuse de la famille royale. Charles, c'est un aristocrate pur jus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être servi. Le matin, il a son pyjama qui est lavé, repassé. Il a ses lacets qui sont repassés aussi. Ses projets révolutionnaires font trembler toute l'Angleterre. On a souvent dit que Charles détestait Buckingham Palace. Sans doute. Mais si demain il n'habite pas Buckingham Palace, il n'y aura plus de relève de la garde à Londres. Et s'il n'y a plus de relève de la garde devant le palais, Londres perd l'une de ses attractions touristiques les plus importantes. Incompris, imprévisible et souvent détesté, nous allons vous raconter l'incroyable histoire du nouveau roi d'Angleterre. Son enfance broyée par des parents absents. Charles a été réellement traumatisé par son enfance où, en gros, il appelait ses parents au secours et ils venaient pas. Son mariage de conte de fées qui tourne au cauchemar sous les yeux du monde entier. En fait, les deux souffraient dans cette relation, que Diana avait trouvé le moyen de se venger en se rendant très populaire auprès du public. Ces humiliations qui vont faire de lui la risée de l'opinion publique. Charles a subi la révélation de conversations plus qu'intimes, on pourrait dire scabreuses. Où il lui dit « j'aimerais être un tampax, enfin j'aimerais être toujours dans ton pantalon avec toi toute la journée pour être sûr d'être avec toi ». Dans le sillage de Charles, il y a la reine consort Camilla qui l'a imposée au forceps chez les Windsor. Alors sa plus grande victoire est évidemment d'avoir réussi cette osmose avec Camilla et de faire admettre Camilla à la reine. Hier, haïe de tous, la mystérieuse épouse de Charles est aujourd'hui un pilier essentiel de la famille royale. Il y avait cette dimension fusionnelle entre les deux. C'était assez touchant. C'est la seule personne capable de le calmer, de le cadrer et surtout en qui il a une confiance absolue. L'assurance tout risque de la monarchie britannique, c'est elle. Pour assurer la survie de la couronne, Charles doit relever un immense défi. Éteindre l'incendie allumé par son fils Harry, qui lui a déclaré la guerre. Harry a gardé ce souvenir traumatique-là de la mort de sa mère et qu'il faut bien trouver un responsable. Et le responsable, comme beaucoup de Britanniques, il pense que c'est son père. Ses plus folles extravagances, ses liens étonnants avec Kate et Meghan, ses belles-filles, son combat acharné pour sauver la planète, vous allez enfin savoir qui est vraiment Charles III d'Angleterre, le monarque aux 1000 visages. Alors que la reine Elisabeth vit ses derniers instants entre les murs du château de Balmoral, c'est au chevet de sa mère que Charles mène une délicate opération survie de la couronne. Il fallait absolument une image unie pour le peuple britannique. Ce n'était pas du tout le moment
pour montrer les différends entre, par exemple, Harry et Meghan d'un côté, William et Kate de l'autre, le prince Charles et Camilla au milieu. Il fallait que la famille soit unie, en deuil, pour la bonne image pour la population britannique. Et ça, c'était pas gagné, parce que bien sûr, la brouille entre les deux frères est encore terrible. Et Charles, pour lui, c'est absolument impensable de montrer une famille divisée alors qu'on s'apprête à enterrer la reine. Dans des circonstances aussi tragiques que la mort de la reine, le moindre faux pas serait fatal. Charles doit faire cohabiter les égos et les susceptibilités de chacun. Il y a eu des différends entre les membres de la famille royale sur ceux qui étaient appelés à aller à Balmoral avant le décès de la reine Elisabeth et ceux qui n'étaient pas arrivés à temps. Et déjà, il y a eu une certaine crispation. Ce qui est certain, c'est qu'il a fallu prendre des décisions et on imagine que dans les dernières heures, même si on n'a pas toutes les infos, il a fallu appeler les uns et les autres et dire à certains de venir et d'autres de ne pas venir. Est-ce que Meghan, oui ou non, aurait dû être invitée au chevet de la reine? C'est toute la question. Kate n'y est pas allée. Alors le prince Harry est arrivé trop tard auprès de sa grand-mère, mais finalement c'est aussi le cas du prince William. « 9 septembre 2022. Le nouveau roi s'adresse pour la première fois à la nation sur l'antenne de la BBC. C'est avec un profond chagrin que je m'adresse à vous aujourd'hui. Tout au long de sa vie, Sa Majesté la Reine, ma mère bien-aimée, a été un exemple pour moi-même et pour toute ma famille. » Après l'hommage de rigueur à sa mère et la promesse de servir corps et âme les citoyens du Commonwealth, Charles remercie longuement sa famille. D'abord Camilla, son épouse, puis William, son héritier, et enfin, énorme surprise, je voudrais aussi exprimer tout mon amour pour Harry et Meghan, alors qu'ils continuent à construire leur nouvelle vie outre-Atlantique. Il a eu un mot plus inattendu, plus surprenant pour Harry et Meghan. Charles a pris soin de mentionner Harry et Meghan dans son premier discours. Et il l'a fait, sans aucun doute, à dessein. Il a voulu quand même parler d'eux et leur montrer son affection. Il s'entendait bien avec Meghan, il l'appelait tungstène. Vous savez, le métal super solide, c'est une façon de dire, voilà, elle est inusable, incassable. L'hommage à Harry et à Meghan en leur souhaitant bonne chance, je pense, est venu du cœur, parce que le prince Charles, devenu Charles III, veut à tout prix se rapprocher de son plus jeune fils et mettre fin à la brouille. Le leitmotiv était l'unité de la famille, quitte à régler ses comptes ensuite, après les funérailles. Avec ces quelques mots, Charles s'impose devant toute la planète comme l'homme de la grande réconciliation. Lors des funérailles d'Élisabeth II, la famille royale semble totalement soudée dans le deuil. L'illusion est parfaite. Mais est-ce que Harry et Meghan ont été pris de court dans cette histoire? Est-ce qu'ils ont été forcés à faire front uni avec William et Kate? Certes, on leur a demandé de le faire. Est-ce qu'ils l'ont fait à gaieté de cœur? Probablement pas, parce que les problèmes entre ces deux frères sont restés intacts. Pour Charles, l'essentiel est ailleurs. Son examen de passage est réussi. Mais l'état de grâce ne va pas durer. Un petit objet anodin va provoquer le premier dérapage du règne de Charles III. Tout juste devenu roi, Charles effectue son premier déplacement officiel en Irlande du Nord. Au moment de signer le livre d'or du château de Hillsborough qu'il vient de visiter, c'est la sortie de route. Mon Dieu, j'en ai plein les doigts. Oh là là, il fuit complètement. On l'avait pourtant vérifié. Je déteste ce genre de choses. C'est toujours pareil. Il a été particulièrement violent dans un geste quand il voulait que quelqu'un enlève un stylo de son bureau.
Il a un geste d'irritation, c'est simplement le signe d'un homme à qui on a toujours tout passé, on a toujours tout pardonné, on a toujours écouté le moindre de ses désirs. En quelques heures, la vidéo met le feu aux réseaux sociaux. L'image déroutante d'un souverain britannique irritable et hautain marque le passage à une nouvelle ère. Parce que c'est quelque chose à quoi ne nous avait pas habitués. La reine Elisabeth II, qui était très stoïque, qui ne montrait pas ses sentiments, et à ce côté un peu colérique, un peu au-dessus du commun des mortels, parce que il n'est pas servi, parce que ça marche pas comme il l'entend. Derrière le personnage public souriant en toutes circonstances devant les caméras, se cacherait en réalité un homme ombrageux et surtout très autoritaire. Avec ces nouveaux sujets, le roi Charles III n'a que 3 points communs, je pense. Celui de dormir, de manger et de boire. Tout le reste, absolument tout le reste de la personnalité du nouveau souverain est complètement différente de ce que peut avoir le commun des mortels. Charles, par exemple, il n'a jamais touché de l'argent. Il n'a pas de passeport. Il n'a pas de permis de conduire. Le permis de conduire, c'est le moment qu'il accorde. Donc, il ne peut pas accorder un permis de conduire à lui-même. Et il ne peut pas sortir de Buckingham Palace pour faire ses courses. Il ne peut pas prendre un bus à 2 étages. Il ne peut pas prendre le métro. Il ne peut pas aller sur les réseaux sociaux. Donc, il vit cloîtré dans un autre monde où il est coupé de la réalité de la vie. Et il est habitué à ce que tout le monde obéisse au moindre de ses désirs. Des couloirs de Clarence House, le palais londonien de Charles, s'échappent régulièrement de savoureuses indiscrétions. Elles nous renseignent encore un peu plus sur la personnalité profonde du nouveau roi. Charles est un peu impatient, il peut être colérique et il peut prendre des décisions qui peuvent peut-être de temps en temps choquer. Il y a des conseillers qui ont été remerciés du jour au lendemain et ils n'ont jamais compris pourquoi. C'est un vieux monsieur acariâtre qui a absolument pas envie que quoi que ce soit lui résiste, et encore moins un valet. Si on pénètre à Clarence House, qui, il y a jusque quelques mois encore, était la résidence officielle du prince Charles, il y avait quand même une domesticité de 120 membres. Dont un valet de chambre missionné expressément que pour pouvoir mettre de la pâte à dentifrice 2 cm, pas un de moins, pas un de plus, sur la brosse à dents du prince. Et on sait que 2 autres des valets étaient chargés d'habiller le prince en permanence. C'est-à-dire que Downton Abbey, à côté, c'est de la rigolade. C'est une vie à la façon des Windsor. C'est une vie qui est quelque part la tradition de la famille royale britannique, mais qui n'existe pas en dehors de Clarence House ou Buckingham Palace. Il est toujours bien entouré par son propre personnel, qui est là pour faire en sorte que le jour se passe le mieux possible. Au fil du temps, ce sont les anecdotes les plus folles qui ont circulé à propos de Charles. La plus fameuse concerne son petit déjeuner. Il y a cette histoire qu'il a 6 œufs à la coque qui sont préparés tous les matins et lui choisit l'œuf parmi ces 6 qui est pour lui le mieux cuit selon ses désirs. Donc, il y a tous ces manies qui sont attribuées au prince Charles. On dit qu'il voyage souvent avec son siège de toilette à lui pour ne pas être obligé de s'asseoir sur celui des autres. Ça fait partie des choses qui lui ont été moquées dans les tabloïds. Est-ce que oui ou non on lui repasse son journal le matin? Ce qui est en revanche certain, c'est qu'à l'heure du déjeuner, Charles ne fait pas travailler son personnel. Depuis l'âge de 30 ans, le nouveau roi se passe volontiers du 2e repas de la journée ou le réduit au strict minimum pour garder une ligne impeccable. C'est quelqu'un qui ne déjeune pas. Il mange un petit sandwich et il boit un thé. Il peut s'en passer. Donc c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup passer beaucoup de temps à table. Je me souviens l'avoir suivi lors d'une tournée en province. Et lors du déjeuner, je dis à son secrétaire particulier, « Mais vous savez, moi j'ai faim. Sur le continent, on déjeune. » Il me dit, « Ah là, il y a un problème parce que son Altesse royale ne déjeune pas. » Et donc, on a dû se passer de déjeuner. Et il est même hors de question d'amener des sandwichs avec vous parce qu'il y avait des photographes et personne ne mangeait.
Et Charles peut même à l'occasion se montrer sous un très mauvais jour. Il suffit pour cela de le faire sortir de sa zone de confort qu'il délimite au centimètre près. Quand on rencontre le prince Charles, son humour est à sens unique. C'est lui qui fait de l'humour. Et vous riez. Quand il fait une remarque, vous êtes censé dire « Vous avez tout à fait raison, Votre Altesse Royale ». Mais dès que vous sortez du chemin fléché, il ne le supporte pas. C'est un homme qui ne souffre aucune contradiction. Il n'aime pas ça et il est d'ailleurs désorienté. Les lubies hors sol et le caractère soupe au lait de Charles, seule la reine consort Camilla peut les supporter. Camilla, un destin hors norme. Elle a été au cœur du plus grand scandale lié à la couronne d'Angleterre. 1993. Le mariage de Charles et de la princesse Diana est en lambeaux. Coup de tonnerre, un tabloïd exhume une conversation téléphonique entre le prince de Galles et sa maîtresse de longue date, Camilla Parker Bowles. Le contenu est tout simplement sidérant. Jamais la presse n'avait violé l'intimité d'un membre de la famille royale. Charles a subi la révélation de conversations plus qu'intimes, on pourrait dire scabreuses. Il est au téléphone avec Camilla. Une scène qui pourrait paraître assez touchante, bien qu'elle soit très coquine, où il lui dit « J'aimerais être un tampax, enfin, j'aimerais être toujours dans ton pantalon avec toi toute la journée pour être sûr d'être avec toi, etc. » Je veux me sentir tout contre toi, sur toi, de haut en bas, dedans et dehors. Oh mon Dieu, je voudrais vivre dans ton pantalon, ce serait beaucoup plus facile de te voir. Je pourrais, Dieu me pardonne, me muer en tampax. Enfin, c'est du délire. C'est-à-dire que, imaginez-vous vos conversations qui se retrouvent dans la presse comme ça, avec une volonté manifeste de nuire. Ça a été un cauchemar, parce que sa vie était étalée, sa vie secrète, d'une façon incroyable. Je rappelle qu'en monarchie, le ridicule tue. Hein. C'est-à-dire que s'il y a une chose qui tue en monarchie, c'est bien le ridicule. Le prince Charles a été étrillé parce qu'il avait cette conversation avec Camilla où il disait qu'il aurait bien aimé être un tampon, en fait, un de ses tampons. Bon, alors à la fois, c'est presque ridicule pour un prince. En plus, ça ne va pas du tout parce que les Britanniques adorent la princesse Diana et donc ça veut dire que elle, dans l'histoire, elle est trompée, donc il lui fait du mal. Et en fait, ça fait que Charles est ridiculisé et apparaît aussi comme le méchant, parce qu'il trompe cette gentille princesse qui n'a rien demandé. À partir du moment où vous êtes un prince ou un roi ridicule, vous mettez 20 ans à vous en remettre, et c'est d'ailleurs ce qu'il a fallu à Charles pour s'en remettre. Charles n'est pas l'unique victime de ce scandale sans précédent. L'opinion publique se déchaîne sur une femme entrée dans la vie du prince 20 ans plus tôt. Camilla, il l'a rencontrée en 71 pendant une course de polo. Ils sont tout de suite accrochés. À l'époque, Charles est un jet-setter professionnel insouciant, très amateur de jeunes et jolies filles. Il a été un coureur de jupons de première pendant des années et des années. La presse britannique l'a suivi de jeune femme en jeune femme en jeune femme, avec des voitures de luxe qu'il conduisait à toute berzingue dans Londres. Dans ce tourbillon de prétendantes, le prince de Galles jette son dévolu sur une jeune femme totalement atypique. C'est la revanche de la fille sur laquelle on misait pas un rond. Faut être honnête. Elle n'a pas le physique d'une star de cinéma. Camilla n'est pas du tout une femme discrète. Hein. Elle l'est par obligation, mais c'est pas du tout une femme discrète. C'est une femme qui a une énorme personnalité, dominatrice. Elle avait du bagou, elle avait un style qui lui a plu. Lui, l'aristocrate qui n'avait pas forcément l'habitude qu'on lui tienne tête ou qu'on lui dise des choses assez cash. Ils se sont aimés dès le premier jour. Quand ils se rencontrent quand même, elle lui dit « Mais savez-vous que ma trisaïeule a couché avec votre ancêtre ?» Enfin, elle a un humour fou. Malgré ses sentiments, Camilla refuse les contraintes de l'institution monarchique. Pas question de mariage. Même son de cloche du côté de la reine. Ni aristocrate ni vierge, Camilla n'a pas le pédigré pour épouser l'héritier du trône. C'est la couronne, c'est l'institution, c'est la raison d'État qui va refuser ce mariage. Malgré ce que la couronne a imposé, on sait désormais qu'ils ont maintenu des liens très très forts. Des liens que même les mariages respectifs de chacun ne viendront jamais entamer.
Elle s'est mariée une première fois, elle a continué de voir son amant de prince, y compris quand il était marié. Elle ne s'en est jamais laissé compter. On lui demandait d'abandonner cette affaire, que ça ne posait que des problèmes, et ça n'a posé que des problèmes. Finalement révélée par l'affaire du tampon, la longue relation adultère entre Charles et Camilla fait trembler la couronne. La maîtresse du prince devient l'ennemi public numéro 1. C'est une femme, bien sûr, qui a beaucoup souffert de la situation, qui a été traitée de tous les noms. Elle est devenue la sorcière, la femme à abattre dans les années 90. Je crois que dire que Camilla a été détestée, le mot est faible. Elle a été honnie. On l'appelait la hyène, quand même. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Elle a été harcelée par les médias, elle a été moquée, elle a été traquée et on l'a traînée dans la boue pendant des années. On l'appelait le Rottweiler. La femme agressive, la femme déterminée, la femme méchante, la femme qui était déterminée à tout faire pour détruire le mariage de Charles, pour prendre sa revanche sur Diana, qui était à la place qui était la sienne. Diana, c'est l'anti-Camilla. Aux yeux des parents de Charles, elle coche toutes les cases de la princesse idéale. Peu importe si le prince de Galles n'est pas amoureux, l'intérêt de la couronne passe avant tout. Charles s'y soumet. La preuve que Charles n'est pas un rebelle, c'est précisément qu'il épouse Diana. C'est-à-dire que c'est une jeune fille de bonne famille, qui est exactement telle que sa mère, Élisabeth, la voulait, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas tellement de passé amoureux, qui est presque vierge de toute histoire, et dans laquelle tout le monde peut se projeter. Quand vous êtes le prince de Galles, quelle est votre mission principale? C'est de trouver la princesse de Galles, de faire un mariage, si possible, brillant, et de faire des enfants. Quelle pression énorme pour un jeune homme, ou même un trentenaire, que de devoir trouver, non pas seulement la femme de sa vie, mais la princesse et la future reine de son royaume. Est-ce que Charles a fait un grand sacrifice en épousant Diana? Dans une certaine mesure, c'est vrai. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'en tant qu'héritier du trône, il fallait qu'il produise un héritier à son tour. C'est ça la règle de base d'une monarchie. Il faut des héritiers à chaque fois. Donc, au nom de ce principe, il s'est marié avec Diana. Peut-être qu'il espérait qu'avec le temps, il en tomberait complètement amoureux. Avant leur union, Charles et Diana ne se verront en tout et pour tout qu'à 5 reprises. Mais peu importe. Avec ce mariage entièrement arrangé, le prince de Galles répond exactement aux exigences de sa mère. Le 29 juillet 1981, la grand-messe à laquelle 750 millions de téléspectateurs assistent, c'est purement un devoir qu'est en train d'accomplir le prince Charles. Il est l'héritier de la couronne et il sait très bien qu'il n'a pas le choix d'épouser cette jeune femme dont le monde entier est tombé amoureux, sauf lui. Wilt thou have this woman to thy wedded wife? I will. Diana Francis. Wilt thou have this man to thy wedded husband? I will. Avec le mariage du prince de Galles et de Diana Spencer, les Windsor offrent au monde entier un spectacle digne du meilleur spécialiste en la matière. Ils ont vraiment voulu refaire un film Disney, avec une princesse Disney, en robe blanche, et un prince charmant. Ça a été monté de toutes pièces pour ça. Elle a été mariée de cette façon-là, et elle a été présentée au monde comme cela. Si vous regardez la robe du mariage de Diana, c'est une reproduction, une copie conforme de celle de Cendrillon ou de La Belle au bois dormant. Au moment où elle pénètre dans la cathédrale Saint-Paul, Diana devient instantanément une icône planétaire. Hormis la reine Élisabeth et le prince Philippe, personne ne sait que la princesse de conte de fées n'est pas la femme qui fait battre le cœur de Charles. En fait, la vérité, c'est qu'il a déjà trouvé. Sauf que cette femme, 1, il ne pouvait pas l'épouser, c'était Camilla, et 2, elle était déjà mariée. Et que, malgré des tentatives, Charles n'arrive pas à oublier la femme qu'il aime, Camilla. 21 juin 1982, Charles et Diana accueillent William 1 an à peine après leur mariage. Sur le papier, le scénario se déroule sans la moindre fausse note. C'est le conte de fées total, et assez vite ça dégénère parce que Charles est amoureux de quelqu'un d'autre, parce qu'il n'arrive pas vraiment à rompre, donc il y a la liaison. Diana va très vite réaliser que le cœur de son mari appartient à une autre femme. Charles ne fait rien pour la rassurer. Le vernis craque.
son attitude envers elle pendant leur mariage et dans les années après, c'était clair. Je veux dire, c'était évident. Tout le monde pouvait voir à quel point cette relation était empoisonnée. Elle n'a pas compris ce qui a été compris dans beaucoup de familles royales au cours des siècles, c'est-à-dire qu'être la femme d'un roi, ce n'est pas nécessairement être l'objet de toute son affection. La naissance de Harry en 1984 n'y changera rien. À couteau tiré, Charles et Diana vivent conjointement un enfer. Il a fait le maximum, ça a été très douloureux. On sait que William et Harry, quand Charles et Diana se disputaient, fermaient la porte de leur chambre. Ils ont beaucoup souffert, comme tous les enfants dont les parents sont en crise permanente. Cette crise se transforme en guerre médiatique ouverte entre Diana et la famille royale. L'innocente oie blanche devient la bête noire de la couronne. Charles, il a essayé d'être un bon père, mais c'était compliqué pour lui parce que son mariage prenait l'eau, parce que Lady Diana a commencé à n'en faire qu'à sa tête. C'était compliqué pour lui d'exister auprès d'Harry et William parce que aussi Lady Diana prenait beaucoup de place. Diana avait trouvé le moyen de se venger en se rendant très populaire auprès du public. Élisabeth II et le prince Philippe ne s'attendaient pas à un tel cataclysme, Lady Diana. Et il suffisait d'un rien pour que tout le monde l'écoute. Elle baissait un peu la tête, elle clignait un peu des yeux, elle jouait justement à la femme triste et ça suffisait. C'est une femme extrêmement brillante à laquelle ils ont eu affaire. 1995. Alors que le prince et la princesse de Galles ne vivent déjà plus sous le même toit, Diana achève de ridiculiser le père de ses enfants. Avec l'aide de faux documents, Martin Bashir, un journaliste de la BBC, persuade Diana qu'elle est espionnée par les services secrets de Sa Majesté. Folle de rage, la princesse accepte de parler devant les caméras et lâche ses coups comme jamais. On atteint alors un point d'horreur absolue, incommensurable en 1995, lorsque la princesse donne cette fameuse interview à Martin Bashir sur Panorama, dans laquelle elle dit clairement que non seulement ils étaient 3 dans ce mariage, donc ça fait une personne de trop, mais surtout qu'elle a vraiment de gros doutes par rapport à la capacité de Charles à pouvoir un jour devenir roi. On dit qu'Élisabeth II est estomaquée, est épouvantée. C'est d'ailleurs cette interview qui fait que quelques semaines plus tard, on annonce la décision du divorce. Ça s'est retourné contre Charles, ça a été dévastateur. Ça, c'est évident. Aux yeux du monde, Charles paraît comme étant un homme infidèle, tout comme il y a des millions d'hommes et femmes infidèles sur la planète. Prononcé en 1996, le divorce de Charles et Diana symbolise la victoire par chaos de la princesse de Galles sur la famille royale. Elle savait utiliser les médias. Elle était infiniment plus belle que n'importe quelle autre femme de la famille royale, infiniment plus populaire. Diana qui savait pertinemment comment fonctionnent les médias, comment fonctionnent les photographes. Quand elle va dans le sud de la France et qu'elle fait les fameuses photos en maillot de bain bleu sur le bout du bateau, elle appelle le photographe après pour lui dire « ça va, c'était pas trop flou, sinon je peux reposer ». Un truc que Charles n'a jamais fait. Pendant des années, Charles a encaissé les coups, sans rien dire. Auprès du public, son image est terriblement entachée parce que Diana, elle rafle tous les corps, elle est en train de devenir la princesse du peuple. Et tout cela, se retourne contre Charles qui endosse vraiment le costume du mauvais personnage, de celui que l'on va adorer détester. 31 août 1997 à Paris. Paris, France tonight, a tragedy. Diana, Princess of Wales, is now officially reported as dead. Diana trouve la mort dans un accident de voiture à 36 ans. Entre stupeur et incrédulité, le traumatisme est planétaire. Dès l'annonce de la mort de la princesse, tous les regards se tournent vers Charles. Il est placé en première ligne sur le banc des accusés. Ce mari infidèle, celui qui a rendu malheureuse Diana et qui peut-être indirectement est responsable de sa mort. Il y avait tellement de haine, tellement de messages horribles. Vous avez tué la princesse de Galles. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the greatest place to sit, where lives were torn apart.
Le 6 septembre 1997, jour des funérailles nationales de Diana, alors que l'Angleterre tout entière se recueille, Charles vit les heures les plus angoissantes de son existence. Souvenez-vous quand même qu'on dit que le jour des obsèques, pour pouvoir suivre la dépouille de Diana, il a revêtu en dessous de son costume un gilet pare-balles, tellement il est persuadé que dans la foule, quelqu'un va pouvoir lui tirer dessus, tellement on lui en veut. Il est devenu un homme à abattre, Charles, en 97. Les obsèques de Diana rassemblent plus d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde. On n'avait jamais vu ça à la télévision, mais des tonnes et des tonnes de fleurs partout à Buckingham. Lors de cette journée de deuil, une séquence bien particulière va marquer au fer rouge l'inconscient collectif. Tous les Britanniques gardent en tête l'image de ce petit garçon qui est derrière le cercueil de sa mère, devant tout le monde, en file avec son grand frère et son grand-père, et tout en noir avec son costume un peu trop grand, et avec sa mère qui vient de mourir quelques jours avant. C'est terrible. Devant des dizaines de caméras, Charles ne montre qu'un seul et minuscule geste d'affection pour son fils cadet. Plus terrible encore, l'image d'Harry et William suivant le cercueil de Diana suscite immédiatement des interrogations. Charles aurait-il ce jour-là imposé l'épreuve de trop à ses enfants? Est-ce que c'est une bonne idée que les deux fils suivent le cercueil de leur mère? C'est assez compliqué de savoir ce qui s'est passé exactement. Il y avait le frère de Diana, Charles Spencer, qui ne voulait pas que les enfants marchent derrière le cercueil. Et puis, il y avait effectivement Charles qui voulait que ses deux fils soient auprès de lui. Les enfants ne voulaient pas forcément. Et c'est le duc d'Édimbourg, le prince Philippe, qui finalement a dit « Si j'y vais, est-ce que vous venez les garçons ?» Et tout le monde a été derrière le cercueil. Avec la disparition de Diana, Charles se retrouve entièrement investi d'un rôle plutôt abstrait pour lui jusque-là. Il y a deux périodes dans le rôle de père pour Charles. Il y a la période avant le décès de Diana et après le décès de Diana. Et quand les enfants étaient jeunes et Charles et Diana étaient toujours mariés, c'est vraiment Diana qui s'en est occupée. C'était elle qui était vraiment la chef de famille en ce qui concerne la façon dont les enfants étaient élevés. C'est elle qui prenait les décisions. Mais c'était typiquement dans la tradition des Windsor et des familles aristocrates britanniques. Le père ne s'occupait pas des enfants. Cette nouvelle responsabilité tombe à point nommé pour redorer l'image catastrophique du prince de Galles. Seul avec ses deux enfants, Charles peut offrir au public un tout nouveau visage. La mort de Diana, qui a été un véritable choc, d'abord un choc personnel, national, international, a remis un peu l'église au milieu du village. Il fallait reconstruire une image positive de lui-même qui a été très écornée après la mort de Diana. Et donc pour Charles, c'était essentiel de montrer que je m'occupe de mes enfants, de nos enfants, et je fais tout dans mon pouvoir pour être sûr que mes enfants soient heureux. Il y avait deux enfants relativement jeunes, très jeunes même, dont il fallait s'occuper. On voyait bien que leur grand-mère n'était pas faite, n'était pas là pour ça. Et c'est peut-être la première fois et la seule fois de sa vie où Charles a une vraie utilité au sens humain du terme. Là, il a dû assumer le rôle de père complètement, entièrement, et il les a, pour le coup, protégés. À partir de 1997, Charles est pour la première fois un père à plein temps. Autrefois chasse gardée de Diana, les voyages en famille se multiplient pour montrer que le prince de Galles veut rattraper le temps perdu. Charles, c'est une certitude, a été un bien meilleur père qu'un mari. Il aime ses fils. Il a essayé d'être auprès d'eux à sa manière. Il les accompagne à un concert des Spice Girls. On se souvient tous d'avoir vu des photos. Ils partent en vacances ensemble, l'année même du décès de Diana, en Afrique, au Kenya. Ils parlent beaucoup aussi. On dit avec eux. Et on sait que William et Harry se confient à leur père et leur disent se souvenir d'avoir entendu à de nombreuses reprises Diana pleurer, enfermée dans la salle de bain, et d'avoir passé des mouchoirs en papier sous les portes pour pouvoir tenter de consoler leur mère. L'image d'un prince de Galles au service de ses deux enfants en deuil de leur mère émeut le monde entier. Pourtant, à l'abri des caméras, Charles est loin d'être un père parfait. C'est pas toujours facile, bien sûr, quand on est le prince de Galles et quand on a un agenda long comme le bras avec des déplacements dans le monde entier.
Mais bien plus que les obligations liées à sa fonction, c'est la concrétisation d'un projet plus personnel qui occupe Charles à plein temps. La presse présentait le prince comme un père parfait avec ses 2 fils orphelins, mais c'était pas du tout la réalité. La réalité, c'est qu'il était absent parce qu'il était tout le temps avec Camilla, à comploter comment la faire accepter, d'abord par la famille royale et ensuite par l'opinion publique. Longtemps après la mort de Diana, William a tenu rigueur à son père de tout faire pour faire accepter Camilla, au détriment de ses devoirs parentaux. Camilla, il l'a toujours dit, c'est la part non négociable de sa vie. Toute sa vie, il n'aura de cesse de faire entrer Camilla dans la famille royale et la faire accepter par tous les Britanniques. Contrairement à la légende populaire, c'est bien l'aîné des fils du prince de Galles qui vit le plus douloureusement l'omniprésence de Camilla auprès de son père. Ce qui est intéressant dans la relation entre Charles et ses 2 fils, c'est qu'il y a eu un retournement. Pendant longtemps, William, on a du mal à l'imaginer, mais c'était lui un peu le rebelle. Et Harry était très proche de son père. Maintenant, c'est tout le contraire. Après la mort de Diana, Charles a eu de meilleurs rapports avec Harry qu'avec William. William, il était très proche de sa mère. Il a beaucoup souffert de la mort de Diana. Il y a toujours eu la question du rôle de Camilla dans la séparation et le divorce de ses parents. Et il rend Camilla responsable de la séparation et du divorce de ses parents. Donc la relation était beaucoup plus compliquée. Avec Harry, qui était beaucoup plus jeune, ça a moins joué. En plus, les personnalités sont différentes. Harry est extraverti, il est rigolo. Le prince Charles admirait Harry pour ça. Tandis que William ressemblait plus à sa grand-mère, qu'il avait d'ailleurs formatée. Il est aussi tout à fait possible d'imaginer que pour Charles, qui dans sa jeunesse était pas rebelle, mais avait des tendances, qui voulait s'exprimer, qui voulait penser indépendamment de la famille, etc. On peut tout à fait imaginer que Harry, pour Charles, représente le jeune homme qui n'a pas pu être lui-même. Harry et William, en fait, représentent les 2 côtés du personnalité, du personnage de leur père. Il est beaucoup plus proche de William, non pas sans doute par inclination, peut-être que si, mais surtout par devoir. Parce que William, c'est l'héritier, c'est lui qui va accéder au trône après Charles. L'histoire incroyable leur a donné le même parcours. Donc on sait qu'il y a des conversations très proches entre les 2. Où régulièrement, ils échangent sur ce rôle, ce métier un peu différent qui est celui de régner et que régulièrement William demande des conseils à son père. Auprès de William, Charles a toujours compté sur une alliée de poids qui, dès le premier jour, a énormément œuvré pour rapprocher le père et le fils. Charles a des très bonnes relations avec Kate Middleton et c'est elle aussi qui a aidé à ce que William puisse s'entendre avec Camilla, puisque Camilla et Kate sont très proches. Le prince Charles s'entend bien avec Kate Middleton, alors qui donne une apparence, c'est vrai, assez parfaite de la monarchie, qui est impliquée dans de nombreuses associations, qui ne montre jamais une émotion négative, qui est toujours très souriante sur les photos, etc. Et vraiment, enfin, on les voit s'envoyer parfois des bisous à la main parce que je pense qu'il reconnaît qu'elle fait vraiment bien le travail. William, c'est aujourd'hui l'héritier, le prince de Galles, il est proche de son père, il partage aussi bien le même sens du devoir que les mêmes engagements. Aujourd'hui, le prince William s'engage pour l'environnement et va reprendre finalement les engagements de son père. Et puis il y a aussi une vraie complicité qui se fait avec Kate. Charles aime beaucoup Kate. Pour le prince Harry, trouver une place adéquate dans cet attelage uni par une communauté de destin était mission impossible. Le fils cadet de Charles grandit à l'ombre d'un frère qui sera roi. Il est mécaniquement condamné à jouer les seconds rôles, sauf tragique coup du sort. De la même manière que Charles va succéder à sa mère et donc doit tuer sa mère pour lui succéder, de la même manière, le frère ne peut exister que si son frère aîné meurt.
jusqu'au moment où ce frère aîné a lui-même des enfants, est une situation insupportable à vivre psychologiquement. L'équation qui est proposée à Harry apparaît donc bien comme totalement insoluble. C'est le début des problèmes. Pour moi, Harry est dans une position extrêmement compliquée. Il est le prince qui est la roue de secours. C'est le prince qui éventuellement peut servir un jour, mais dès que le futur roi ou reine aura un enfant, eh ben, je me retrouve à une place encore plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin. Donc, à quoi je sers? Il explique lui-même qu'il a dû faire une psychanalyse pour comprendre ce qui lui arrivait, et ce qu'il a dû dire à son psychanalyste n'a pas dû être simple. Il faut bien comprendre une chose. Harry, qui est donc cet enfant un peu turbulent, plutôt aimé de sa grand-mère, en fait n'est jamais sorti de cette famille. C'est un Tanguy éternel. C'est un type, vous vous rendez compte? Il a plus de 30 ans, il a passé sa vie entre son frère, sa belle-sœur, sa tante, son cousin, sa grand-mère, son grand-père, son père. C'est impossible de le régler sans un regard extérieur. Et que Meghan ait ce regard extérieur. Et donc on voit arriver Meghan Markle. Et la question se pose toujours, et on n'a pas la réponse, est-ce que c'est Harry qui a utilisé Meghan pour quitter la famille royale pour aller s'installer aux États-Unis, ou est-ce que c'est Meghan qui a utilisé Harry pour se faire un nom, pour devenir une icône? Quand Meghan et Harry quittent l'Angleterre pour les États-Unis fin 2020, Charles assiste impuissant à la fin d'un conte de fées dont il a été l'un des principaux acteurs. Charles est extrêmement blessé de cette situation. Pourquoi ce couple leur a tourné le dos? Est-ce qu'il a vraiment mal accueilli Meghan? Certainement pas. Rappelons que c'est le prince Charles qui a mené Meghan Markle à l'hôtel le jour de son mariage de la chapelle Saint-Georges devant 2 milliards de téléspectateurs. Charles a profondément cru dans le mariage d'Harry et Meghan. Tout d'abord d'un point de vue institutionnel, parce qu'il s'est dit que pour la couronne, c'était hyper génial d'accueillir enfin une personne issue des minorités, et aussi d'un point de vue privé, parce qu'il voyait vraiment ce fils qu'il aime, vraiment amoureux d'une jeune femme qui, après tout, connaissait les codes, connaissait le job, puisqu'elle était actrice, donc elle sait, en quelque sorte, ce qu'est la pression populaire, ce qu'est une popularité incroyable. Meghan Markle, c'est un gâchis. La firme, sous Élisabeth II, n'a pas réussi à l'intégrer. Et je pense que si Charles III avait été à ce moment-là, ça se serait mieux passé. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert d'esprit, qui aurait pu mieux intégrer Meghan Markle, notamment au niveau du Commonwealth, de la représentation. Près de 10 000 kilomètres séparent aujourd'hui Charles, d'Harry, Meghan et de leurs enfants Archie et la petite Lilibet, dont on dit qu'elle n'a été présentée qu'en coup de vent à son grand-père pendant le jubilé d'Élisabeth II en juin 2022. Charles, c'est un grand-père qui est attaché en fait à ses petits-enfants. Et c'est vrai que du fait que Harry est très loin d'eux, eh ben, il voit beaucoup moins Archie et Lilibet en fait. Et donc possiblement, pour lui personnellement, ça serait une victoire d'arriver à ramener Harry, ou en tout cas de renouer les liens et de se voir un peu plus souvent. Ça serait une victoire personnelle, ça serait aussi sans doute une victoire pour la monarchie. Il est très très peiné de la situation avec Harry et Meghan. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Je pense aussi que pour son règne, qu'il a mûrement réfléchi depuis des années et des années, il aurait voulu être épaulé par ses 2 fils, clairement, et que là, il en manque un. Quel avenir après pour le prince Harry? Ça, c'est la grande question. Pour autant, entre l'interview explosive donnée à Oprah Winfrey, puis plus récemment des mémoires tout aussi corrosives, un retour en Angleterre du prince Harry est-il seulement imaginable? Et dans quelles conditions? Pour Harry, c'est simple, c'est l'exil ou le divorce. C'est soit un exil à la Édouard VIII et Wallis Simpson avec une vie oisive, faite de mondanité, ou c'est soit un divorce avec Meghan Markle qui reste aux États-Unis et Harry qui rentre avec des Britanniques qui lui ouvrent les bras, et il récupère ses titres, l'affection de William et de Charles, et il épaule son père dans ses nouvelles fonctions. Au milieu de ces lourds dossiers familiaux qui continuent de lui empoisonner la vie, Charles peut au moins se réjouir d'avoir réussi son plus grand pari. Camilla est une reine consort qui fait l'unanimité. L'ancienne pestiférée bénéficie aujourd'hui de plus de 50% d'opinions favorables chez les Anglais. C'est une longue histoire d'amour qui a fini par aboutir. Et les gens, ils aiment ça.
La vie amoureuse de Charles III, c'est à la fois un drame et la plus belle histoire d'amour du XXe et aujourd'hui du XXIe siècle. Un drame parce qu'il y a ce mariage complètement raté avec cette pauvre Diana. Camilla, elle a réussi ce que personne d'autre n'a fait. Déjà, elle venge toutes les femmes qui sont amoureuses d'un homme qui est déjà marié, qui est déjà père de famille, qui continue quand même à croire en un amour qui est impossible. C'est justement par amour pour Charles que Camilla a intégré les codes de la famille royale. Elle va perdre du poids, elle va accepter de se refaire faire les dents, elle va accepter que ses cheveux changent également de couleur et surtout, elle prend vraiment des leçons et des cours pour avoir un maintien royal, un maintien de princesse. Une princesse qui apporte une touche de simplicité bienvenue dans l'univers ultra protocolaire de la famille royale. J'ai rencontré Camilla à plusieurs reprises. Le souvenir que j'en ai, c'est d'une femme sympathique, ouverte, qui s'intéresse à vous. Moi, j'ai été chaque fois très impressionné par elle. Elle n'a pas ce côté arrogant, insupportable de temps de Windsor. Entre Charles et Camilla, une alchimie permanente semble opérer. Tous ceux qui ont reçu le couple lors d'une visite officielle le confirment. C'est un duo hors norme. Il y avait cette dimension fusionnelle entre les deux. Souci pour l'un comme pour l'autre, même quand il y avait 20 mètres d'écart parce que l'un était accaparé d'un côté, l'autre de l'autre, qui est toujours un regard qui recherche l'autre. C'était assez touchant. Quelques mois avant sa disparition, c'est par un communiqué officiel qu'Élisabeth II adoubait sa belle-fille dans son rôle de reine consort. Ce geste inattendu témoigne bien du rôle capital joué par Camilla auprès de Charles. Charles, c'est un homme qui est très sanguin, qui peut être très nerveux, qui a un tempérament de feu. Seule Camilla, c'est le dorloter, c'est le comprendre et c'est l'apaiser aujourd'hui. Camilla est probablement la meilleure chose qui lui soit arrivée de sa vie. Tout le reste peut être discuté et discutable, mais ça non. C'est la seule personne capable de le cadrer et surtout en qui il a une confiance absolue, définitive et sans aucune restriction. L'assurance tout risque de la monarchie britannique, c'est elle. Pour faire accepter Camilla dans le clan Windsor, Charles a dû batailler presque 35 ans contre sa mère. Élisabeth II et son fils ne partagent pas tout à fait les mêmes valeurs. La reine était une femme pingre, très économe, proche de ses sous, voulait montrer l'exemple d'une certaine austérité à ses sujets. Le prince Charles, c'est juste l'inverse. D'abord, il est très riche et main grand trait. Moi, je n'ai jamais été reçu ni à Clarence House ni à Highgrove, mais ceux qui l'ont été me disent que les dîners sont grandioses. Moi, j'ai été dîner et déjeuner au palais de Buckingham avec la reine Elisabeth II, ça n'avait rien de grandiose. Lui, il vit vraiment sur un grand train. Charles, Élisabeth, 2 salles, 2 ambiances. La mère et le fils ont souvent été au bord de la rupture. Le malentendu s'est même installé dès la venue au monde du prince héritier. Charles, il est né dans une famille où, au bout de 3 ans, sa mère était reine. Donc il est habitué à une certaine forme de luxe, à un certain entourage, à un certain traitement. Réveillé au son de la cornemuse, c'est entouré d'une armée de domestiques que le petit prince apprend à marcher dans les somptueux couloirs de Buckingham Palace. Le tableau fait rêver, l'essentiel est pourtant totalement absent. Charles, depuis le début de son enfance, a manqué cruellement d'amour. Charles a été réellement traumatisé par son enfance où, en gros, il appelait ses parents au secours et ils venaient pas. C'est un peu ce qui s'est passé. Parce que la reine, c'est pas une mère au sens premier du terme, c'est la mère de la nation. Elle a peut-être oublié d'être la mère de Charles. On sait que c'est une famille qui vit selon des codes et des règles qui sont vraiment anormales. Dans la personne d'Élisabeth II, il y avait un sens de devoir et d'obligation et de service qui primait vraiment sur tout. Donc c'est difficile d'imaginer comment une vie
familiale normale aurait pu être possible. Une relation à distance s'établit entre la reine et son tout jeune fils. Avec Charles, Élisabeth II est particulièrement exigeante. Elle a été vraiment sévère comme ça avec lui dès le départ parce que elle faisait son devoir et elle estimait que lui, il devait le faire aussi en tant qu'héritier du trône. Et donc, voilà, elle a été sévère avec lui tout en ne lui accordant que très peu de temps. L'absence de sa mère, Charles en paiera même les conséquences encore bien des années plus tard. Charles a eu des rapports compliqués avec ses enfants, tout simplement parce qu'il n'a pas le modèle. Il n'a pas le mode d'emploi. Parce que la reine lui a pas donné. Le fossé qui sépare Charles et Élisabeth II devient un gouffre quand la reine et le prince Philippe décident d'envoyer leur fils en Écosse dans un pensionnat qui applique une discipline de fer. Le prince Philippe s'est dit, bon, il va falloir endurcir un petit peu tout ça, parce que quand même un jour, il va être appelé à devenir roi. Charles a 10 ans. Il est littéralement expédié à 900 km de Buckingham. Un enfer, comme il le racontera plus tard à maintes reprises. Il va vraiment vivre ces années là-bas, au collège, comme étant des années de prison, dira-t-il plus tard. Vous savez, les collèges dans le nord de l'Écosse, où on vit en short, où la fenêtre est ouverte toute la nuit, même quand il neige. On souligne que l'hiver, la petite particularité de l'établissement est de faire prendre des douches d'eau glacée aux intervenants et de les faire courir à l'aube, voire même complètement en pleine nuit, avec un sac de briques sur le dos. Donc c'est une scolarité qui ne correspondait pas au tempérament du prince, qui était romantique. Un enfant rêveur, il aimait la poésie, Charles, et il aimait dessiner des fleurs dans des cahiers de dessin. Et du coup, il a grandi comme ça, de manière assez solitaire. Livré à lui-même, Charles oublie ses malheurs grâce aux fabuleux paysages écossais qui entourent Gordonstoun. Cette nature incroyablement sauvage va profondément le marquer. L'écologie devient le combat de sa vie. En la matière, Charles a quelques longueurs d'avance sur le reste de la planète. C'est absolument pas du flanc, il a vraiment des convictions écologistes. Ça fait maintenant plus de 50 ans qu'il milite véritablement pour l'environnement. Son premier discours public sur l'environnement, et il était très précurseur sur ça. Il a parlé des dangers du changement climatique, du risque de la disparition des espèces, etc. à 21 ans, donc il y a 52 ans. Aujourd'hui, autorité mondiale incontestable quand on parle d'environnement, Charles a pourtant payé très cher son engagement précoce. Charles a souffert très tôt d'une image assez injuste et Charles a été très caricaturé. On disait qu'il parlait aux arbres, voilà, avec ses grandes oreilles. Quand vous avez un physique comme le sien, forcément, ça aide pas. On se moquait de Charles en disant « mais regardez comment il est fou, et il dit qu'il aime bien parler avec les plantes et les arbres, mais vraiment, on a intérêt à un cinglé qui va être roi un jour ». Les Britanniques l'ont pris un peu, comment j'allais dire en français, un peu vulgairement, pour un baltringue. C'est-à-dire pour quelqu'un qui n'était pas à la hauteur de son rôle. Imperméable à la critique, Charles reste fidèle à ses convictions qu'il met en pratique dès qu'il le peut. À 170 km de Londres, Highgrove, dans le Gloucestershire, est la deuxième maison de Charles. Acheté en 1980 pour 1,5 million d'euros par le prince de Galles, le domaine de 700 hectares est vite devenu son laboratoire. Dès 1985, il annonce que son domaine d'Highgrove, les fermes qui entourent son domaine, vont se consacrer exclusivement à l'agriculture biologique. À l'époque, en 85, personne ne sait encore vraiment ce qu'est l'agriculture biologique. Les jardins du parc, aujourd'hui ouverts au public, sont des attractions très prisées au Royaume-Uni. Charles est fier de faire partager un projet environnemental assez unique en son genre. Il est jusqu'au boutiste, Charles, puisqu'on sait que Highgrove, il a demandé que l'entièreté des salles de bain soit équipée pour que l'eau des douches et des baignoires soit récupérée pour pouvoir alimenter les nombreux jardins, puisque c'est un passionné de jardinage. Et qu'à Highgrove, il a fait aménager un jardin marocain, un jardin français, un jardin sauvage, un potager. Et il y a d'ailleurs notamment le bois du prince George, avec des ponts composés de hêtres qu'il a plantés tout spécialement à la naissance du prince George. Les garages des résidences royales abritent quelques joyaux de l'industrie automobile britannique.
Si Élisabeth II se déplaçait en Rolls et en Bentley, Charles roule depuis plus de 50 ans dans une Aston Martin DB6. Cadeau de sa mère pour son 21e anniversaire. On ne le voit pas, mais cette pièce de collection, aujourd'hui estimée à plus d'1 demi-million d'euros, respecte des critères environnementaux draconiens. Son Aston Martin, que le monde connaît puisque le véhicule sera utilisé lors des mariages de Kate et de William et de Harry et Meghan, eh bien, il le fait équiper de bioéthanol. Sauf qu'il est tellement pointilleux, le prince Charles, qu'il va lui-même jusqu'à créer ce bioéthanol. Et on dit qu'il est fait à base de résidus de vin blanc anglais et de fabrication d'une matière qui intervient dans la fabrication de fromage blanc. C'est vous dire à quel point il est bio à 100%. Comme tous les autres princes de Galles avant lui depuis 7 siècles, Charles est devenu, le jour de sa naissance, l'heureux propriétaire du duché de Cornouailles, dont vient à son tour d'hériter William depuis l'accession au trône de son père. D'une valeur estimée à 1 milliard d'euros, ce territoire de 600 km² a fait tomber chaque année 20 millions d'euros dans la cagnotte de Charles. Une rente confortable payée par la centaine de fermes qui exploitent les terres du duché. Si le duché de Cornouailles est aujourd'hui célèbre dans le monde entier, c'est parce que Charles en a fait une marque qui vaut de l'or. Mais Charles, c'est pas seulement un idéaliste, c'est aussi quelqu'un de très intelligent, un excellent gestionnaire qui a extrêmement bien géré son argent et notamment les revenus du duché de Cornouailles, puis qui a même créé une marque, Duchy Originals. C'est une marque de produits bio. Au début, quand il lance ça, tout le monde se moque de lui. Tout le monde se dit « ha ha ha, les sablés du prince Charles ». 30 ans après sa création, Duchy compte près de 400 références alimentaires biologiques produites sur les terres de Charles. Elles sont vendues dans les supermarchés d'une trentaine de pays. Mais pour Élisabeth II, ce fils écolo pose un sérieux problème. Car Charles s'exprime publiquement dès qu'un sujet lui tient à cœur. Et ils sont nombreux. Ses prises de position sur l'architecture, sur les médecines naturelles, sur la diversité, la nécessité d'avoir des gardes royaux noirs alors qu'il y avait des blancs. Des prises de position synonymes de sacrilège quand on est l'héritier de la couronne. En gros, un souverain en Angleterre, en Grande-Bretagne, il a pour mission de ne pas parler, de ne rien entendre et de ne rien voir. Charles, évidemment, c'est tout le contraire de cela. Même quand il ne parle pas, Charles sait parfaitement se faire entendre. Démonstration à 250 km de Londres, dans le Dorset. Charles y a conçu puis fait sortir de terre un projet immobilier qui résonne beaucoup plus fort que n'importe quel discours. Avec ses airs de décor d'Harry Potter, la ville de Pondbury matérialise toutes les préoccupations du prince Charles. On s'est beaucoup moqué de ce village, parce qu'en fait, la forme architecturale de ce village, ça ressemblait grosso modo à une caricature d'Angleterre classique. Il manquait même pas la fontaine à vasque au milieu de la place du village, les petits squares, toutes choses que grosso modo fleurait bon la Grande-Bretagne victorienne du 19e siècle, mais pas tellement celle du 21e siècle. Je tiens à préciser quand même que ça a très bien marché, que le village aujourd'hui n'est plus un village, il compte à peu près 8000 personnes qui vivent et qui sont très heureux. Charles, c'est le changement dans la continuité. Ça pourrait être un slogan politique, presque. Il veut que ça change, il veut que ça bouge, il veut préserver. Si elle ne désapprouve jamais publiquement les initiatives de son fils, Élisabeth II regarde très agacée Charles intervenir dans le débat public. Il a écrit des lettres à plusieurs ministres en Grande-Bretagne pour faire part de ses déconvenues par rapport à des projets politiques. Cette tradition de réserve, de non-intervention est vraiment très importante dans la famille royale. Sur ce terrain, la mère et le fils ne seront jamais d'accord. Charles est régulièrement convoqué à Buckingham pour être recadré par la souveraine. Donc effectivement, il y a eu des relations tendues entre la reine et Charles parce qu'ils n'ont pas la même conception du pouvoir. Qu'elle ait douté de ses capacités, pendant longtemps, oui, ça a été le cas. Il y a longtemps eu des frictions entre Élisabeth II et le prince Charles. Ce n'est plus un secret pour personne, puisqu'on sait que Élisabeth II, à maintes reprises, a fait remarquer à Charles que son devoir constitutionnel était celui de se taire. Pour Charles, en tant que personnage, je pense qu'il a énormément souffert de cette situation, parce qu'à maintes fois dans sa vie, il s'est posé la question, mais à quoi je sers?
Malgré toutes ces turbulences, Charles et Élisabeth II n'ont pas coupé les ponts. Ils n'ont même jamais été aussi proches que pendant la fin de règne de la souveraine. Les dernières années ont vu un rapprochement entre la mère et son fils aîné. Il y a eu des tas de désaccords, surtout sur ses interventions publiques. Mais dès que le prince de Galles l'a rassuré que lorsqu'il deviendra roi, il cessera d'intervenir sur des sujets controversés, la reine était rassurée. S'ils ont eu de gros conflits par rapport à des prises de position que le prince a pu avoir, eh bien ces dernières années, Élisabeth II avait vraiment avec Charles des discussions par rapport au métier qui allait devenir le sien, de très longues discussions. Ils se sont très fort rapprochés lors de cette dernière décennie. En juin 2022, lors du jubilé de diamant d'Élisabeth II, Charles lui témoigne toute son affection devant des millions de spectateurs. On se souvient de cette scène incroyablement tendre, le soir du grand concert qui est donné pour le jubilé. C'était une façon très tendre de rendre un hommage aussi à sa mère, en disant « Je sais, je me doute, je sens que bientôt ce sera mon tour, mais pour l'instant c'est encore elle, donc continuez à l'acclamer, continuez à l'applaudir. » Ce soir-là, Charles ne s'adresse pas à la reine d'Angleterre, mais bien à sa mère. Your Majesty, Mamie. Il a trouvé un seul truc dans sa vie, c'est justement d'appeler sa mère Mommy. Le Mommy, maman, que prononce le prince Charles tous les 10 ans à chaque jubilé, c'est à la fois quelque chose que tout le monde attend, c'est presque devenu un gimmick et c'est à la fois une formidable déclaration d'amour. Charles, vraiment, en montant sur scène lors du jubilé et en disant Mommy, en faisant valoir ses émotions, il s'attache le public britannique et il crée une empathie chez les Britanniques qu'il n'avait pas tellement jusqu'ici, qu'Élisabeth ne créait pas tellement. Charles est au fond un rebelle à deux visages. Prêt à défier Élisabeth II pour défendre ses convictions, il reste au fond de lui un authentique Windsor, viscéralement attaché à la tradition monarchique. Charles, c'est un rebelle, mais c'est pas un révolutionnaire. Il va pas couper la tête de sa mère, il va pas brûler Buckingham, il va pas tout changer. Il change les choses partout. Ces changements, certains membres de la famille royale en ont déjà subi les conséquences. Accusé de viol sur mineur dans le cadre de l'affaire Jeffrey Epstein, Andrew, frère cadet de Charles, a été omniprésent dans la rubrique faits divers. Une occasion en or pour Charles de solder une très vieille rivalité. Les 20 années à venir de la monarchie britannique, où il y aura au moins un paria, ce sera Andrew. Il faut dire que Charles et Andrew n'ont pas grandi ensemble. Ils ont plus de 10 ans d'écart. La reine Élisabeth II s'est très peu occupée de Charles, beaucoup plus de Andrew. Et du coup, il y a une forme de rivalité entre Charles et Andrew. Également, Andrew a toujours été considéré comme le chouchou, le fils préféré de la reine Élisabeth II. Andrew est l'enfant de la réconciliation entre la reine Élisabeth et le prince Philippe. Il a eu droit à toute l'attention dont Charles a lui été privé. Forcément, les relations entre frère aîné, mal aimé et cadet en recherche de reconnaissance ont été compliquées. Il n'y a jamais eu de rapport, quasiment, on peut dire des choses comme cela, entre Charles et Andrew. Il y a d'abord eu, de la part de Charles, en effet, un sentiment d'inégalité, pour ne pas dire de jalousie, par rapport au traitement qui est réservé au prince Andrew, à qui on passait tout, qui a toujours été le petit chouchou de la reine. Charles a dû subir, se conformer aux expectations, aux codes et aux règles de la famille royale. Andrew, non. Charles, c'était celui qui était destiné au trône, donc c'était à lui de faire preuve de rigueur, de vertu, tandis que Andrew était plus libre. Et sa réputation, pour tout dire, était plutôt non seulement d'un homme libre, mais un peu d'un libertin. Déjà coupable aux yeux de Charles d'avoir fait entrer la très sulfureuse Sarah Ferguson chez les Windsor, Andrew commet l'irréparable en se liant d'amitié avec le pédocriminel américain Jeffrey Epstein. Le scandale est hors de contrôle. Dans la tempête, la reine Élisabeth ira jusqu'au bout pour protéger son deuxième fils.
Élisabeth II a été très clémente avec son fils chouchou, son fils préféré. Il se murmure qu'elle a quand même payé l'accord financier pour éviter le procès. Elle l'a soutenu, ce qui n'était pas le cas de Charles. Face au scandale et sous la pression de Charles, Élisabeth II accepte finalement qu'Andrew soit déchu de ses titres honorifiques. On dit qu'au château de Windsor, un soir, il y a vraiment une discussion très franche avec Élisabeth II, Charles et William, et que Charles et William tapent du poing sur la table, vraiment face à Élisabeth II, et exigent que, suite à l'affaire Epstein, qui va entacher, certes, l'image du prince Andrew, mais aussi toute l'image du clan Windsor et de la couronne britannique, c'est le prince Charles et William qui exigent donc que le titre, le prédicat d'Altesse royale soit retiré à Andrew. Maintenant seul aux commandes de la famille royale, Charles peut sans état d'âme mettre définitivement à l'écart ce frère si embarrassant pour l'institution. Du jour au lendemain, le roi pourrait tout simplement couper les vivres à son frère. La première chose que fait Charles en rentrant, c'est de liquider, non pas physiquement son frère, mais la personnalité publique. Andrew est persona non grata pour Charles III, et ça ne changera jamais. Et ce qui est plus terrible encore, c'est que c'est pas sûr qu'il laisse les filles d'Andrew, ses nièces, les princesses Béatrice et Eugénie, prendre ne serait-ce qu'une once de responsabilité. La maison d'York, la famille York, est bannie de la couronne. Ce qui est sûr, c'est que sur le balcon de Buckingham à l'avenir, il y aura beaucoup moins de monde lors des cérémonies officielles. Au-delà de l'affaire qui a provoqué l'éviction d'Andrew, Charles a toujours milité pour une réduction à minima de la famille royale, cantonnée à la stricte lignée héréditaire. Moins de scandales potentiels et aussi, et surtout, moins de dépenses. Et bien qu'il soit très riche, il tient aussi, comme le voulait sa mère, à réduire le nombre de gens qui dépendent de lui. Ça coûte cher. Économe comme sa mère, Charles III n'a jamais eu l'œil sur la calculette pour ses emplettes personnelles. Le souverain est depuis longtemps client assidu des plus prestigieuses maisons londoniennes. Anderson et Shepard pour les costumes, Turnbull et Acer pour les chemises, et l'incontournable John Lobb pour les chaussures. Tout est fabriqué sur mesure, évidemment, à des prix forcément stratosphériques, mais le résultat est à la hauteur. Au fil du temps, Charles est devenu une icône comme Élisabeth II avant lui. Il serait même aujourd'hui l'homme le plus élégant du monde. Ce qui est amusant, c'est que Charles devient une icône de la mode comme sa mère. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup moqué des chapeaux du style d'Élisabeth II avant de les trouver furieusement fashion à la fin de sa vie. Charles, effectivement, est quelqu'un qui a un certain chic. Il est habitué à porter des beaux vêtements et à être toujours à la bonne tenue de circonstance, en fait. Par exemple, il va en Écosse, il va mettre son kilt avec ses grandes chaussettes. Il s'adapte toujours à la situation et il porte effectivement des vêtements de marque, des vêtements bien coupés, des vêtements de tailleur. Aujourd'hui, le style de Charles est bien intemporel. C'est quelque chose de très classique, tellement classique que c'est devenu rare. C'est-à-dire un costume parfait, cravate et pochette qui ne doivent jamais être assortis, il faut le dire. Cet homme qu'on moquait pour son physique, pour ses grandes oreilles, pour son côté maladroit, est devenu presque un playboy, un sex symbole. En tout cas, c'est un homme qui a beaucoup de classe, qui sait s'habiller. Le style Charles III, c'est le chic sans le bling-bling. C'est James Bond, mais en mode gentleman farmer. C'est-à-dire que c'est jamais trop. Il y a toujours la petite pochette qui va bien, la cravate. On se demande pas s'il a, lui, bien boutonné ses vestes, il sait faire. Finalement, c'est ce côté presque qui rassure les Britanniques. Ce monde n'a pas vraiment changé et l'élégance britannique est toujours là. Pour entretenir encore un peu plus sa légende, Charles pratique un petit rituel, sorte de touche personnelle, que le monde entier guette avec délectation lors de toutes ses apparitions publiques. Oui. La main dans la poche, sans doute c'est un tic, mais c'est aussi une sorte de marque de fabrique. On sait que c'est lui. Et le geste de mettre la main dans la poche, c'est un de ces gestes que nous avons perdus aujourd'hui.
mais que les gens employaient beaucoup autrefois. Donc c'est un geste qui a une importance traditionnelle. Il y a une certaine élégance dans le geste, même si ça peut devenir un tic, comme on l'a dit. Donc Charles, à mon avis, tout est très étudié chez lui. Ce n'est pas 100% spontané. Il a une forte personnalité, mais toujours souriante, facile d'approche, avec une espèce de décontraction. Ça m'a marqué, il aime bien avoir toujours une main dans sa poche, avec son costume à double rangée de boutons. À 74 ans, Charles III a survécu à toutes les tempêtes avant d'accéder à la fonction suprême. Hier incomprise, sa personnalité atypique, mélange subtil de tradition et d'hypermodernité, pourrait finalement lui assurer un règne qui sera tout sauf anecdotique. Les prochains épisodes de l'incroyable saga des Windsor font déjà saliver le monde entier.